J'ai découvert que j'étais leur sauveur secret depuis 5 ans. Et aujourd'hui, je devenais leur exécuteur. La salle de conseil était silencieuse. Trop silencieuse. Je regardais leurs visages blêmes autour de la table d'acajou. Cette même table où ils m'avaient si souvent rappelé ma place. Leurs mains tremblaient légèrement sur les documents que je venais de distribuer. Les chiffres ne mentaient pas. 58% des parts, acquises progressivement sur 5 années. « C'est impossible », murmura mon père adoptif, Henri Dubois. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ma tante Claire, celle qui avait toujours eu la langue la plus acérée, fixait le papier comme si elle pouvait effacer les nombres par la force de son regard. « Tu ne peux pas faire ça. » Je me levai calmement, ajustant mes boutons de manchette. Les mêmes que grand-mère m'avait offerts pour mes 18 ans, les seuls bijoux de famille qu'on m'avait jamais donnés. Je ne fais que récupérer mes investissements. Le silence retomba. Dehors, Paris brillait sous le soleil de juin, indifférent au drame qui se jouait au 20e étage de cette tour de verre. Henri se leva brusquement, renversant sa tasse de café. Le liquide noir se répandit sur les documents, tachant les signatures. « Après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Je le regardais, cet homme qui m'avait élevé, mais ne m'avait jamais vraiment accepté. « Qu'avez-vous fait, exactement ?» Ma question flotta dans l'air comme une accusation. Car au fond, nous connaissions tous la réponse. Ils m'avaient donné un toit, une éducation, leur nom. Mais jamais leur confiance. Jamais leur respect. Et surtout, jamais leur amour inconditionnel. Comment as-tu pu nous trahir ainsi ? Claire avait retrouvé sa voix, aigre comme toujours. Je ramassai mes documents, évitant soigneusement les taches de café. Je n'ai trahi personne. J'ai simplement investi dans ce qui me semblait prometteur. C'est là que tout a commencé à se fissurer dans leurs regards. Cette compréhension lente, douloureuse. Ils commençaient à comprendre. Je me dirigeais vers la porte, m'arrêtant sur le seuil. La réunion des actionnaires aura lieu vendredi. Je suggère que vous prépariez vos arguments. En sortant, j'entendis Claire sangloter. Pour la première fois de ma vie, ses larmes ne me touchèrent pas. Dans l'ascenseur qui descendait, je fermais les yeux et me demandais comment j'en étais arrivé là. Comment le petit garçon reconnaissant était devenu l'homme qui tenait aujourd'hui leur destin entre ses mains. Il fallait que je remonte au début, au moment où tout avait vraiment commencé. 6 mois plus tôt, j'étais encore leur fils modèle. Je me souviens de ce dîner de famille, un dimanche soir de décembre. La neige tombait doucement sur le jardin de Neuilly, et l'atmosphère aurait pu être parfaite si Claire n'avait pas ouvert sa grande gueule. « Il faudra qu'on discute de l'avenir de l'entreprise », avait-elle dit en découpant son rôti. Maintenant que les enfants grandissent. Son regard avait effleuré le mien, puis s'était détourné. Comme toujours. Mon cousin Thomas, 2 ans de moins que moi, avait levé les yeux de son téléphone. « J'ai des idées pour moderniser la stratégie marketing. » « Excellente initiative !» Henri s'était illuminé d'une fierté que je n'avais jamais vue dans ses yeux quand il me regardait. J'avais continué à manger en silence. Après 15 ans dans cette famille, j'avais appris à décoder leurs non-dits. Les enfants, c'était Thomas et sa sœur Camille. Pas moi, jamais moi. « Et toi, Alexandre ?» Henri avait fini par me demander, plus par politesse que par réel intérêt. « J'étudie les marchés émergents. Je pense qu'il y a des opportunités en Asie du Sud-Est. » Claire avait eu ce petit rire condescendant que je connaissais trop bien. C'est très théorique, tout ça. L'entreprise, c'est du concret, du sang, de la sueur. Du sang. Le mot était lâché. « Enfin !» avait-elle ajouté en me regardant droit dans les yeux. « Chacun sa place, n'est-ce pas ? Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais resté à la fenêtre de ma chambre, regardant les flocons tomber sur le jardin où j'avais grandi, où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais pleuré mes premières peines de cœur. Mais ce n'était pas vraiment chez moi, n'est-ce pas ? Je me souvenais de grand-mère, la seule qui m'avait toujours traité comme un vrai petit-fils. « Tu as quelque chose de spécial, Alexandre, » me disait-elle. « Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. » Elle était morte 3 ans plus tôt, me léguant une fortune considérable que j'avais gardée secrète. Ses dernières volontés étaient au clair. Cet argent devait servir à construire mon propre avenir. Le lendemain matin, j'avais pris une décision qui allait tout changer. Mais à ce moment-là,
Je ne le savais pas encore. J'allais leur prouver que le sang ne faisait pas tout, que la loyauté se gagnait, se méritait. Et s'ils ne pouvaient pas me voir comme un héritier légitime, alors ils découvriraient ce que valait vraiment un fils adoptif qui avait grandi dans l'ombre de leur mépris. La guerre a commencé par un coup de téléphone. Monsieur Rousseau, la voix était polie, professionnelle. Cabinet d'investissement Meridian Capital. Nous représentons un client qui souhaiterait investir dans votre entreprise. J'étais assis dans mon bureau de la Défense, à 2 kilomètres seulement de l'immeuble familial. Meridian Capital était une société écran que j'avais créée 3 mois plus tôt. Mon nom n'apparaissait nulle part dans les documents officiels. Henri avait été ravi de ce coup de fil. L'entreprise traversait une période difficile. Je le savais mieux que quiconque, ayant accès à tous les rapports financiers. Ils avaient besoin de liquidités fraîches. Un investissement de combien ? Avait-il demandé. 15 millions d'euros, dans un premier temps. Le silence au bout du fil avait été éloquent. C'était exactement ce dont ils avaient besoin pour éviter la faillite. Le contrat avait été signé le mois suivant. J'avais regardé Henri apposer sa signature sur les documents, ignorant qu'il cédait 12% de son entreprise à son propre fils adoptif. Mais ce n'était que le début. Au fil des mois, j'avais multiplié les investissements, toujours par l'intermédiaire de sociétés écrans différentes. Meridian Capital, puis Asia Holdings, puis European Ventures. Chaque fois, j'apportais les liquidités dont ils avaient désespérément besoin. Et chaque fois, j'achetais un peu plus de leur âme. Ce mystérieux investisseur asiatique est un génie, s'extasiait Thomas lors d'un déjeuner familial. Il comprend parfaitement notre stratégie. Je souriais dans mon assiette. Évidemment que je comprenais leur stratégie. J'avais grandi avec. Il veut rester anonyme, avait précisé Henri. Discrétion absolue, c'est une condition non négociable. Claire avait froncé les sourcils. C'est louche, non ? Pas du tout, j'étais intervenu. C'est très courant dans la finance internationale. Beaucoup d'investisseurs préfèrent rester dans l'ombre. Mon père adoptif avait hoché la tête. Alexandre a raison, et franchement, du moment qu'il nous sort de la panade, il ne se doutait de rien. Comment l'aurait-il pu ? Dans leur esprit, j'étais toujours le gentil garçon docile qui acceptait leur condescendance avec le sourire. Mais les mois passaient, et ma position se renforçait. À chaque injection de capital, j'exigeais de nouveaux droits. Participation aux décisions stratégiques, accès aux comptes, droit de veto sur certaines opérations. Nos investisseurs deviennent un peu trop envahissants, avait murmuré Claire lors d'une réunion où ils avaient dû me consulter pour un nouveau partenariat. C'est le prix à payer, avait soupiré Henri. Sans eux, on coulait. J'avais senti une excitation étrange monter en moi. Le chasseur qui voit sa proie tomber dans le piège. Un soir, seul dans mon appartement de Boulogne, j'avais fait les comptes. 58%. J'étais majoritaire. Il était temps de révéler mon jeu. Tout s'est écroulé un mardi matin de mai. J'étais arrivé au bureau plus tôt que d'habitude, espérant croiser Henri avant la réunion décisive. J'avais prévu de lui annoncer la vérité en privé, de lui expliquer mes motivations. Peut-être y avait-il encore une chance de dialogue. Mais quand j'ai poussé la porte de son bureau, j'ai trouvé Claire déjà installée dans le fauteuil face à son frère. Il parlait à voix basse, penché sur des documents. « Ne peut pas continuer comme ça », disait-elle. « Ces investisseurs nous manipulent. » Henri a levé la tête en me voyant entrer. Son expression s'est durcie instantanément. « Alexandre, parfait timing. » Quelque chose dans son ton m'a glacé. Claire me regardait avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Un sourire de prédateur. « Nous devons te parler », a continué Henri en se levant. « Ferme la porte, s'il te plaît. » J'ai obéi, un mauvais pressentiment au creux du ventre. « Nous savons », a dit Claire simplement. Les mots ont résonné dans le silence comme une gifle. Mon sang s'est figé dans mes veines. « Vous savez quoi ?» Henri a fait glisser une chemise cartonnée vers moi. « Meridian Capital, Asia Holdings, European Ventures. » Très créatif, fiston. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante. Photo, relevé bancaire, contrat avec mon vrai nom souligné en rouge. Ils avaient tout, absolument tout. Comment ? Un détective privé, a répondu Claire avec satisfaction.
très compétent et très discret. Le bureau semblait tourner autour de moi. 5 années de planification minutieuse anéanties en quelques secondes. Pourquoi? La question a jailli de mes lèvres avant que je puisse la retenir. Henri s'est assis sur le bord de son bureau, me dominant de sa hauteur. Parce que nous ne sommes pas stupides, Alexandre, et parce que nous ne sommes pas dupes. Tu pensais vraiment qu'on ne remarquerait rien? Claire ricanait maintenant ouvertement. Ces mystérieux investisseurs qui comprenaient si bien nos besoins? Ces contrats toujours favorables à nos intérêts? J'ai fermé les yeux. Comment avais-je pu être aussi naïf? Nous savons aussi que tu as hérité de grand-mère, a poursuivi Henri. Un joli pactole, à ce qu'il paraît. Dommage que tu aies choisi de le dilapider dans cette mascarade. Ma voix n'était plus qu'un murmure. Ce n'était pas une mascarade. Ah non? Claire s'est levée, faisant le tour du bureau pour se planter devant moi. Alors comment tu appelles ça? Cette manipulation sournoise? Cette trahison? Je voulais juste. Tu voulais juste quoi? Henri avait élevé la voix. Nous posséder? Nous humilier? Nous prouver que le petit orphelin était plus malin que nous? Le mot « orphelin » m'a frappé comme un coup de poing. Après 28 ans, j'étais toujours ça pour eux. Un orphelin qu'ils avaient recueilli par charité. « Sors !» a dit Claire froidement, « et ne reviens plus. » C'est ma famille. Henri a éclaté d'un rire amer. « Ta famille? Regarde-toi, Alexandre. Regarde ce que tu es devenu. Un serpent qui mord la main qui l'a nourri. » Je suis sorti du bureau comme un automate, leur rire résonnant dans mes oreilles. Dans l'ascenseur, j'ai vu mon reflet dans le miroir. Un homme brisé, défait. Ils avaient gagné, encore une fois. J'ai passé 3 jours enfermé chez moi, les volets tirés. 3 jours à ressasser leur victoire, leur humiliation calculée. Ils m'avaient laissé croire que j'étais malin, puis m'avaient broyé d'un coup de massue. Le 4e jour, on a sonné à ma porte. Maître Bonnard, cabinet d'avocat de Lacroix Associés. L'homme était petit, chauve, avec des yeux perçants derrière des lunettes cerclées d'or. Il tenait une mallette et souriait poliment. « Je ne vous connais pas, mais moi, je vous connais, monsieur Rousseau. Puis-je entrer? J'ai des informations qui pourraient pas vous intéresser. Curiosité morbide, sans doute. Je l'ai fait entrer. Il s'est installé dans mon salon, a ouvert sa mallette avec des gestes précis. J'ai été contacté par un ancien employé de votre famille, quelqu'un qui a travaillé dans leur service comptable pendant 15 ans. Il a sorti une épaisse chemise. Cette personne était présente lors de votre adoption. Elle a assisté à certaines conversations, privées. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Savez-vous pourquoi ils vous ont adopté, monsieur Rousseau? Je l'ai regardé sans comprendre. Il voulait un 3e enfant? Son sourire s'est fait compatissant. Pas exactement. Il a ouvert la chemise, révélant des photocopies de documents officiels. Actes d'adoption, mais aussi correspondance privée, notes manuscrites. Votre père biologique était Antoine Mercier. Il possédait une petite entreprise de logistique que les Dubois convoitaient. Mais Mercier refusait de vendre. J'ai senti le sol se dérober sous moi. L'accident de vos parents n'était peut-être pas si accidentel que ça. Et votre adoption? Disons que c'était une façon élégante de récupérer l'entreprise Mercier. Vous étiez le seul héritier. Les documents tremblaient dans mes mains. Contrat de transfert, signature falsifiée, pot de vin à des fonctionnaires. Ils ont volé votre héritage, monsieur Rousseau. Puis, ils vous ont élevé en vous faisant croire que vous leur deviez tout. Je me suis levé brusquement, faisant tomber les papiers. Pourquoi me dites-vous ça, maintenant? Parce que cette personne a gardé des copies de tout, et parce qu'elle estime qu'il est temps que justice soit rendue. Il a ramassé les documents, les a rangés soigneusement. Bien sûr, révéler tout cela maintenant créerait un énorme scandale. Fraude, détournement, peut-être même meurtre. Les Dubois perdraient bien plus que leur entreprise. Je l'ai fixé, comprenant soudain où il voulait en venir. Que voulez-vous? Que voulez-vous, vous? C'est la vraie question. Il s'est levé, a reboutonné sa veste. Mes honoraires sont de 100 000 €, si vous décidez d'agir. Après son départ, je suis resté prostré dans mon fauteuil, les implications de ces révélations tournant dans ma tête comme un manège infernal. Il m'avait tout pris.
Mes parents, mon héritage, ma dignité. Puis il m'avait fait grandir dans la gratitude envers mes propres bourreaux. Cette fois, ce n'était plus une question de fierté blessée ou de reconnaissance refusée. C'était une question de justice. L'avocat avait raison. Je détenais une arme nucléaire. Mais une bombe atomique, ça ne se lance pas à la légère. J'avais besoin d'une stratégie, d'alliés, d'un timing parfait. J'ai commencé par contacter l'ancienne comptable, Madame Laurence Petit, une femme de 60 ans, retraitée depuis 2 ans, qui avait gardé un goût amer de ses années chez les Dubois. Ils m'ont viré du jour au lendemain, m'a-t-elle expliqué dans un café de Belleville. 22 ans de service, et ils m'ont jeté comme un Kleenex usagé. Ses mains tremblaient, légèrement en tenant sa tasse. Quand j'ai appris ce qu'il vous faisait subir, cette comédie avec les investisseurs mystérieux, j'ai décidé que c'était assez. Elle avait tout gardé. Chaque document compromettant, chaque preuve de leur malversation. Pas seulement mon affaire, mais des années d'évasion fiscale, de corruption, de chantage. Pourquoi avoir attendu si longtemps? J'avais peur, a-t-elle admis. Ils ont du pouvoir, des relations. Mais maintenant? Elle m'a regardé avec une détermination farouche. Maintenant, j'ai un héritier légitime de mon côté. Nous avons élaboré un plan. Pas une vengeance brutale, mais une révélation progressive, méthodique. D'abord les médias économiques, puis la justice, puis l'opinion publique. Il faut que ce soit incontestable, avait insisté Maître Bonnard. Une seule faille, et il retourne la situation. J'ai aussi contacté un journaliste d'investigation, Marc Dubois. Aucun lien de parenté avec mes parents adoptifs, juste un de ces hasards ironiques que la vie nous réserve parfois. Cette histoire va faire du bruit, m'avait-il dit après avoir épluché le dossier. Vous êtes sûr de vouloir aller au bout? Plus que jamais. Ils vont se défendre, ils vont vous traîner dans la boue. Je l'avais regardé calmement. Ils le font déjà depuis 20 ans. Au moins, cette fois, j'aurai les armes pour riposter. Le plan était simple. Révéler d'abord mes investissements secrets, créer la confusion, puis lâcher les vraies bombes. L'affaire Mercier, les documents falsifiés, les pots de vin. Et pour le final, la cerise sur le gâteau. Les enregistrements audio que Madame Petit avait réalisés lors de certaines réunions privées. Des conversations où Henri et Claire se vantaient ouvertement de m'avoir dressé comme un bon petit chien. « Tu penses qu'il se doute de quelque chose ?» avait demandé Claire sur un des enregistrements. « Alexandre, tu rigoles. Il nous mange dans la main depuis toujours. Le pauvre gosse croit encore qu'on l'aime. » Leur rire résonnait dans le bureau de l'avocat comme autant de gifles posthumes. « Quand voulez-vous déclencher les hostilités ?» m'avait demandé Maître Bonnard. « Maintenant. » La réunion extraordinaire du conseil d'administration avait lieu un vendredi matin, dans la salle de conférence du 20e étage. J'étais arrivé le premier, disposant soigneusement mes documents sur la table. Les mêmes documents qu'ils avaient découverts quelques semaines plus tôt, mais avec une différence de taille. Cette fois, j'assumais pleinement. Henri est entré, suivi de Claire et de Thomas. Leurs avocats fermèrent la marche, l'air sombre. Alexandre. Henri a pris place en bout de table, dans son fauteuil habituel de président. « J'espère que tu as réfléchi à ta situation ?» « En effet. » J'ai souri. « Et j'ai quelques propositions à vous faire. » J'ai activé le projecteur, affichant le premier slide de ma présentation. Comme vous le savez, je détiens 58% des parts de cette entreprise. « Que nous allons récupérer ?» a coupé Claire. « Tes investissements étaient frauduleux. » « Frauduleux ?» J'ai cliqué sur la slide suivante. « Pouvez-vous me dire en quoi ?» L'avocat des Dubois s'est penché vers Henri, lui murmurant quelque chose à l'oreille. « Tu as dissimulé ton identité ?» a répondu Henri. « C'est de la tromperie. » « Comme vous avez dissimulé la vôtre quand vous avez tué mes parents ?» Le silence a été total. On aurait pu entendre une mouche voler. Claire a blêmi. « Qu'est-ce que tu dis ?» J'ai cliqué à nouveau. Photo d'Antoine Mercier, mon vrai père. Puis celle de ma vraie mère, Sylvie. Puis les documents de leur entreprise, rachetés pour une bouchée de pain après leur accident. Antoine et Sylvie Mercier, décédés le 15 mars 1995 dans un accident de voiture sur la 6. Leurs freins avaient lâché. Thomas s'était levé, le visage déformé par l'incompréhension. « Papa, de quoi il parle ?» Henri fixait l'écran, sa mâchoire serrée trahissant sa panique montante. « Il parle.
J'ai continué calmement. Du fait que vous m'avez adopté uniquement pour récupérer l'entreprise Mercier, que vous avez falsifié les documents de succession, et que vous avez peut-être arrangé la mort de mes parents. C'est des conneries. Claire s'était levée, agitée. Tu n'as aucune preuve. J'ai sorti un lecteur audio de ma mallette. Voulez-vous écouter l'enregistrement de votre conversation du 12 septembre 2019, celle où vous discutiez de ce pauvre Alexandre qui croit encore qu'on l'aime? Leurs avocats chuchotaient frénétiquement. L'un d'eux a fini par prendre la parole. Monsieur Rousseau, nous sommes prêts à négocier un arrangement. Il n'y aura pas d'arrangement. Je me suis levé, ramassant mes affaires. Lundi matin, tous ces documents seront transmis au procureur de la République. Et mardi, ils feront la une des journaux. Tu nous détruis! Tu te détruis! Henri avait retrouvé sa voix, mais elle était brisée. Non, je me libère. En sortant de la salle, j'ai entendu Claire sangloter et Thomas crier sur ses parents. Leur monde parfait s'écroulait en temps réel. Dans l'ascenseur qui descendait, j'ai fermé les yeux. C'était fini. Enfin. 3 mois ont passé. L'entreprise Dubois a fait faillite 2 semaines après la publication des révélations. Henri et Claire sont en prison préventive en attendant leur procès pour fraude et complicité de meurtre. Thomas a trouvé du travail dans une start-up. Il m'a écrit une lettre s'excusant pour des crimes qu'il n'avait pas commis mais dont il portait le nom. Moi, j'ai racheté les anciens bureaux. Pas pour m'installer dedans, mais pour y créer une fondation d'aide aux orphelins. Le nom sur la plaque dorée à l'entrée n'est pas Dubois, c'est Mercier. Mes vrais parents auraient été fiers, je crois. Pas de ma vengeance, mais de ce que j'en ai fait. Une justice, pas une destruction. Hier, j'ai reçu une lettre de prison. L'écriture de Claire, tremblante. Alexandre, nous t'avons aimé à notre façon. Nous espérons que tu pourras nous pardonner. Je n'ai pas répondu. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais certaines vérités, une fois révélées, libèrent pour toujours.